Le soufre est un élément chimique de formule S que l'on rencontre la plupart du temps sous la forme de cette poudre jaune bien connue, communément appelée fleur de soufre. Il se rencontre parfois dans la nature, notamment dans les régions volcaniques au voisinage des fumerolles, où du sulfure d'hydrogène s'oxyde partiellement au contact de l'air, en eau et en soufre élémentaire. Il peut alors se former de la fleur de soufre, des coulées de soufre fondu et même de magnifiques cristaux jaunes et transparents. Du point de vue de la chimie, c'est un élément de la famille de l'oxygène, et il présente pour cette raison une réactivité similaire à celui-ci. Par analogie avec les alcools, il existe donc des thiols, aux phénols correspondent les thiophénols, et aux étheroxydes les thioéthers. Le soufre est également principalement utilisé par l'industrie pour la production d'acide sulfurique. Il est pour cela oxydé en dioxyde de soufre par le dioxygène de l'air, puis en trioxyde de soufre sur un catalyseur à base de pentoxyde de divanadium et à 450 degrés. Le trioxyde de soufre, par réaction avec l'eau, donne par la suite de l'acide sulfurique. Pour des raisons pratiques, cette hydratation se fait en fait en deux temps, et on utilise en fait des absorbeurs à l'acide sulfurique concentré. L'acide sulfurique lui-même permet la production de sulfates, on connaît tous très bien le sulfate de cuivre, dont la forme anhydre permet notamment de détecter l'eau. D'autres sulfates, tels que le sulfate de magnésium ou le sulfate de sodium, sont également utilisés comme agent de séchage. Pour ma part, je m'intéresse principalement au soufre pour ses deux chlorures principaux, le monochlorure et le dichlorure. Le dichlorure de soufre, de formule SCl2, est un liquide rouge très malodorant et très corrosif, de température d'ébullition assez basse. Le monochlorure de soufre, qui est en fait du dichlorure de disoufre, de formule S2Cl2, est un liquide orangé et moins volatile que le dichlorure, également très malodorant, mais aussi particulièrement réactif et corrosif. Contrairement à l'oxychlorure de soufre, un agent chlorant et déshydratant particulièrement utile en chimie organique, les chlorures de soufre sont un peu moins connus, et on trouve relativement peu d'informations sur eux. Leur synthèse pour le coup est cependant assez triviale, elle se fait par simple réaction du soufre avec le dichlore gazeux. Une première chloration conduit au monochlorure, qui peut lui-même être chloré davantage, en dichlorure. Il faut noter que la deuxième réaction est un équilibre, ce dont nous allons d'ailleurs profiter dans cette vidéo, pour préparer exclusivement le monochlorure de soufre. Pour ce qui est de la réactivité, on trouve notamment que le monochlorure de soufre est sujet à une hydrolyse rapide. Ce qui est assez commun d'ailleurs chez les composés covalents du chlore, tels que les chlorures de phosphore par exemple, qui sont d'ailleurs d'excellents agents chlorants. Mais le monochlorure, paraît-il, est principalement utilisé pour la production de composés organosulfurés. On trouve notamment cette réaction avec les cycles benzéniques, catalysée par le trichlorure d'aluminium, et qui me fait d'ailleurs fortement penser à une réaction d'alkylation ou d'acylation de Friedel-Crafts. Le dichlorure de soufre permet alors de joindre deux cycles aromatiques par un pont disulfure facilement réductible, en l'occurrence ici en thiophénol. J'ai également trouvé un ancien brevet qui tire profit des propriétés chlorantes des chlorures de soufre pour substituer une fonction alcool par un atome de chlore. Sur un autre site internet, j'ai également trouvé que le chlorure de soufre était un agent chlorant suffisamment puissant pour chlorer des acides carboxyliques en chlorure d'acyle, ce qui me laisse par contre assez dubitatif. Il se peut que cette réaction soit effectivement possible, mais je ne préfère pour le coup rien affirmer avant d'avoir tenté moi-même cette réaction dont on ne trouve quasiment aucune trace sur internet. Enfin, la réaction pour laquelle nous préparons aujourd'hui le chlorure de soufre est la suivante. Il s'agit d'une réaction avec les carboxylates qui fournit effectivement bel et bien, d'après mes tentatives, des anhydrides d'acide. Toutes ces réactions sont assez exotiques, mais ces composés soufrés semblent constituer d'intéressants substituts au chlorure de thionyle et au chlorure de phosphore, dont on se sert notamment pour préparer les chlorures d'acyle à partir des acides carboxyliques correspondants, mais également aux agents déshydratants tels que le pentoxyde de phosphore, dont on se sert notamment pour déshydrater les acides en anhydride. Le phosphore et ses dérivés étant devenus très difficiles à se procurer, en raison d'une législation particulièrement dure sur ces produits. Le soufre étant en revanche parfaitement disponible au grand public, les composés du soufre seront pour moi une excellente alternative à ceux du phosphore lorsque cela s'avérera possible. Pour notre synthèse du monochlorure de soufre, nous n'aurons donc besoin que de soufre agricole, de pastilles de javel et d'acide chlorhydrique ménager. Un peu d'acide sulfurique sera également utilisé pour sécher le dichlore, mais ce produit est également disponible au grand public sous forme de déboucheur de canalisation. On pourra d'ailleurs le remplacer par du chlorure de calcium ou même d'autres agents de séchage bon marché. Pour ce qui est de la génération de dichlore, nous introduisons dans un Erlenmeyer des pastilles de javel. L'Erlenmeyer est ensuite couvert d'une ampoule de coulée isobare, dans laquelle nous introduisons de l'acide chlorhydrique. L'ampoule est ensuite fermée par un adaptateur qui permettra d'extraire les gaz formés. Nous préparons ensuite le flacon laveur d'acide sulfurique à travers lequel nous ferons passer le dichlore, puis, dans le ballon de la réaction, nous introduisons le soufre agricole, dans lequel nous allons faire arriver le dichlore séché. Les circuits de réfrigération de l'appareil sont ensuite allumés, puis nous commençons à chauffer le soufre pour le liquéfier. Le soufre étant en effet assez facilement fusible. Une fois le soufre liquéfié, on peut alors ouvrir le robinet de l'ampoule de coulée pour introduire un peu d'acide sur les pastilles de javel et ainsi commencer la production de dichlore. Le dihalogène ainsi produit vient alors barboter dans l'acide sulfurique concentré, où les traces d'humidité sont alors absorbées. Puis le dichlore arrive au contact du soufre fondu dans le ballon, où nous observons se condenser sur les parois les premières gouttes d'un liquide jaune doré, le monochlorure de soufre. La formation des chlorures de soufre devient de plus en plus évidente au fur et à mesure que le dichlore barbote dans le soufre fondu. Au bout d'un moment, ces vapeurs de chlorure de soufre atteignent le réfrigérant droit et nous commençons alors à distiller un liquide très malodorant et d'une superbe couleur rouge.
Cette couleur rouge traduit néanmoins la présence de dichlorure de soufre dans le produit distillé, le monochlorure étant en effet davantage orangé et aussi plus clair. On continue donc à générer du dichlore et on laisse la réaction se poursuivre tout doucement pour laisser le temps au soufre d'absorber le dihalogène. Cette synthèse est à la fois très belle et très simple. À la sortie du générateur de chlore, le dihalogène est directement injecté dans le soufre fondu, où il donne naissance à du monochlorure, puis à du dichlorure de soufre. Comme le mélange est porté à haute température par la plaque chauffante, ces chlorures sont vaporisés et conduits par la tête de colonne dans un réfrigérant droit où les vapeurs sont condensées. Le liquide ainsi formé est alors conduit dans le petit Erlenmeyer, bien séparé du mélange réactionnel, où demeureront toutes les impuretés initialement présentes dans le soufre. Grâce à ce montage, on pourra donc produire simplement et sans difficulté des chlorures de soufre très utiles, simplement à partir de produits ménagers. La distillation des chlorures de soufre était cependant plutôt lente, et j'ai malheureusement épuisé mon stock de pastilles de javel avant de venir à bout de tout le soufre investi. Fort heureusement, il me restait au labo des bons vieux berlingots d'eau de javel à 4,8% de chlore actif, certes moins efficaces que les pastilles, mais tout à fait capables de générer du dichlore par acidification. La réaction a donc pu reprendre pour convertir les derniers restes de mon soufre agricole impur en ce superbe liquide de monochlorure et de dichlorure de soufre d'un magnifique rouge sanguin. Lorsque la réaction semble enfin achevée, on peut alors éteindre la plaque chauffante et récupérer notre échantillon de chlorure de soufre que nous avons séparé des impuretés carbonées qui resteront au fond du ballon. Au vu de la couleur rouge foncée du liquide, nous pouvons deviner qu'il contient une importante quantité de dichlorure de soufre. À ce stade, vu que les températures d'ébullition des deux chlorures sont très distinctes, une distillation permettrait tout à fait de les séparer. Mais comme je l'ai expliqué au début de la vidéo, on peut également jouer sur l'équilibre thermodynamique de la deuxième chloration à l'origine du dichlorure de soufre. En effet, le dichlorure de soufre est susceptible de se décomposer en monochlorure de soufre et en dichlore. Si l'on ajoute donc un peu de soufre au système, le dichlore ainsi formé pourra alors être capté par le soufre élémentaire et ainsi converti en davantage de monochlorure. Dans le distillat, nous introduisons donc quelques spatules de soufre élémentaire, puis nous le plaçons au bas d'un réfrigérant pour chauffer à reflux. La plaque chauffante est ensuite allumée, ainsi que le circuit de réfrigération. Alors que le mélange s'échauffe, nous observons de magnifiques effets de convection dans le liquide, qui prend par ailleurs une teinte plus orangée. Dans le réfrigérant, nous observons la condensation d'un liquide foncé et volatile, le dichlorure de soufre. Tant que le liquide recondensé sera de cette couleur rouge intense, nous continuerons à ajouter du soufre au système par le haut du réfrigérant. Le soufre ainsi introduit se dissout alors dans le mélange, où il rend alors possible la reconversion du dichlorure de soufre en monochlorure. Finalement, après avoir introduit une quantité de soufre importante dans le système, le liquide recondensé par le réfrigérant prend enfin une teinte jaune doré, car tout le dichlorure de soufre a alors été consommé. Nous pouvons donc arrêter le reflux et démonter l'appareil. L'Erlenmeyer est ensuite placé au bas d'un dispositif de distillation simple. Nous allons maintenant pouvoir distiller du mélange, le monochlorure de soufre. La distillation commence et un liquide orangé limpide arrive dans le ballon collecteur. Sur la plaque chauffante, la mixture est portée à ébullition et les vapeurs de monochlorure de soufre, ainsi séparées du soufre en excès, sont alors reconduites par la tête de colonne dans le réfrigérant droit. La vapeur y est alors liquéfiée et le liquide limpide et purifié arrive dans le petit ballon. Cette distillation est ici absolument nécessaire étant donné que nous n'avions probablement pas introduit la quantité stoichiométrique de soufre tout à l'heure. Par ailleurs, mon soufre est très impur et riche en matériaux carbonés. Le monochlorure de soufre collecté sera cependant de très bonne qualité. Peu à peu, le résidu dans l'Erlenmeyer s'épaissit et noircit. Il est alors temps d'arrêter la distillation. Le ballon collecteur est ensuite sorti du dispositif et le distillat limpide obtenu est ensuite transvasé dans un flacon destiné au stockage du monochlorure de soufre. Grâce à cette méthode de combinaison directe du solide soufre et du gaz dichlore, nous avons produit une bonne quantité de ce liquide, le monochlorure de soufre, que nous utiliserons dans une prochaine vidéo pour convertir un peu d'acide acétique en anhydride.